Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ferai le bilan de mon mois de novembre en termes de lecture et de films. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de quelque chose d'un petit bug que j'ai je pense avec YouTube. Ça m'est arrivé quelquefois de recevoir, donc je reçois des notifications par mail pour me dire que j'ai reçu un commentaire, je vois le commentaire. Et ça m'est arrivé quelquefois, très rarement, de cliquer et de voir que le commentaire n'apparaissait pas sous ma vidéo. Et ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois où je me suis dit peut-être que la personne finalement a supprimé son commentaire. Et dernièrement, sous ma vidéo de Je pense la curée, ça m'est arrivé avec une personne qui, bon, non seulement m'a dit quelque chose de très gentil, donc il n'y avait aucune raison qu'elle le supprime, mais en plus c'est une personne qui commente régulièrement sous mes vidéos. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème plutôt avec YouTube et que c'était pas forcément les personnes qui avaient supprimé leurs commentaires. Donc tout ça pour dire, sachez que quand vous me laissez des commentaires, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et si je ne réponds pas, c'est soit que je ne l'ai pas vu, soit qu'il y a eu ce problème-là et que éventuellement si vous ne voyez pas votre commentaire, sachez que c'est pas moi qui l'ai supprimé. Je n'ai jamais supprimé aucun commentaire sous mes vidéos. Mais c'est vraiment que parfois, je ne sais pas pourquoi, le commentaire, je reçois la notification, mais il n'apparaît pas du tout sous la vidéo. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Si j'ai manqué de vous répondre à un commentaire que vous m'avez laissé, ça peut être pour cette raison-là. Bon, du coup, parenthèse fermée, passons à mes livres. J'ai pas lu énormément ce mois-ci parce que j'étais assez occupée. J'ai lu d'abord quelque chose qui est un petit peu différent de ce que j'ai lu d'habitude. Le charme discret de l'intestin qui était assez... je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement, il y a quelques années, qui avait été quand même assez populaire, 2015 je vois ici, qui avait été assez populaire, on en avait beaucoup parlé. Et donc je vais pas m'y attarder très longtemps, je trouvais que c'était intéressant. Donc ça, c'est une... je crois qu'elle est docteure en médecine ou quelque chose comme ça, qui a écrit ce livre sur l'intestin. Et il y avait pas mal d'informations vraiment intéressantes, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Elle écrit pour que ça soit vraiment digeste, ça se lit facilement. Parce que c'est vrai que un livre sur cette thématique-là, on peut se dire peut-être que ça va être lourd, peut-être que ça va être compliqué à comprendre. Pas du tout, c'est très, très facile à comprendre. Elle a essayé de mettre des blagues pour... Bon, alors les blagues, ça va pas être le style de tout le monde, hein. Je vous le dis déjà, c'était pas trop mon style. Mais j'ai apprécié le fait qu'elle ait quand même fait cet effort-là pour rendre le tout plus intéressant. Donc c'était pas mal, c'était une lecture sympa. Donc ensuite, j'ai lu Romain Gary, La vie devant soi, qui avait été écrit sous le nom de Émile Ajar. Et il me semble que, alors je suis désolée, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo aujourd'hui, que Romain Gary avait déjà gagné le prix Goncourt avec un autre livre et qu'il l'a regagné, je ne sais pas si c'était avec La vie devant soi, sous le nom d'Émile Ajar. Et ce que j'avais entendu, c'est qu'en fait, il avait voulu publier sous un autre nom pour s'assurer en fait que son succès n'était pas dû à ses écrits passés, mais qu'on l'apprécie toujours en tant qu'auteur, qu'on apprécie toujours ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est une question assez importante de se dire parfois quand on atteint un certain niveau de reconnaissance, que ce soit pour un auteur ou pour une autre personne, on peut se demander parfois est-ce que les œuvres, le travail qui vient après est reconnu parce que c'est vraiment bon ou parce qu'il y a une base solide et qu'on part du principe que ça va toujours être bon. Donc voilà, apparemment les gens étaient toujours séduits par Émile Ajar parce que ce livre-là, La vie devant soi, est quand même très très connu. Et des retours que j'ai eu sur Instagram, les gens aiment beaucoup ce livre. Donc l'histoire, on suit l'histoire de Momo, qui est un garçon, un enfant d'une prostituée, et il vit chez Madame Rosa, non attendez, si c'est ça, Madame Rosa, qui est elle une ancienne prostituée, qui est une survivante des camps puisqu'elle est juive et qu'elle a été déportée. Et donc quand elle est revenue, elle s'est prostituée et quand ça n'a plus été possible, elle a, comment dire, suivi une nouvelle voie professionnelle, je ne sais pas, et elle a décidé finalement d'être comme nourrice pour des enfants de prostituées. Donc on laisse ses enfants chez elle
et on paye chaque mois, donc elle avait plusieurs enfants, dont Momo qui était son préféré. Alors, je dois vous dire qu'au départ, quand j'ai commencé ce livre, j'avais même pas envie de le terminer. Le début, je n'ai pas du tout aimé. Je dirais peut-être les 100 premières pages, je n'ai pas du tout aimé. Je ne comprenais pas dans quelle direction ça allait. J'aimais pas le style parce que, alors, au niveau du style, et j'ai trouvé, je sais pas, c'est peut-être juste une impression, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une différence entre le début et la fin du livre. Et comme en fait il essaie de raconter l'histoire du point de vue d'un petit garçon de 10 ans, il essaie de s'adapter. Donc ok, mais j'ai trouvé que c'était parfois pas forcément très agréable, que c'était parfois pas forcément très fluide, le début, donc j'étais assez... j'avais pas très envie de continuer à lire. Et après il y a quand même des passages que j'ai trouvé assez drôles, vraiment créatifs, plutôt dans la deuxième partie, où là je me disais, là c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je vais vous lire un passage que j'ai apprécié, où là vraiment je trouve il y a un côté humoristique vraiment très créatif de l'auteur, et c'est vraiment des passages comme ça que j'ai pas mal apprécié dans le livre. Il parle d'une prostituée. Elle avait horreur du choléra, qui n'était pas hygiénique et aimait la saleté. Moi je connais pas le choléra, mais je pense que ça peut pas être aussi dégueulasse que Madame Lola le disait. C'était une maladie qui n'était pas responsable. Des fois même j'avais envie de le défendre, le choléra. Parce que lui au moins, c'est pas sa faute s'il est comme ça. Il a jamais décidé d'être le choléra, ça lui est venu tout seul. Donc vraiment ce passage-là j'ai beaucoup aimé. Et il y a même d'autres passages qui sont, comment dire, un peu étranges, pas forcément politiquement corrects, mais qui je trouve ont été vraiment très bien faits par l'auteur. Donc c'était vraiment des passages comme ça que j'ai appréciés et que j'ai trouvé qui étaient mieux faits dans la deuxième partie que dans la première partie du livre. Après, concernant les personnages, Momo, j'ai eu du mal à m'y intéresser, je dois vous dire tout à fait sincèrement, j'ai eu du mal à m'y intéresser. Et je sais pas trop pourquoi. Vraiment, ce que j'aurais aimé voulu voir plus, deux personnages qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, c'était Madame Rosa et Madame Lola. Et oui, je sais pas, je les ai trouvées vraiment touchantes et dans la façon dont elles étaient décrites, ou justement toujours avec cette forme de distance de l'écriture où on peut décrire parfois des choses qui sont très difficiles, mais sans jamais que ça tombe dans une certaine... dans un pathétique vraiment lourd. Donc j'ai trouvé que ça c'était pas mal. Et voilà, j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur ces deux personnes-là que j'ai trouvé quand même plus intéressantes personnellement que Momo. Donc à la base j'étais pas très convaincue par le livre, mais je dois dire que la fin était très bien, était très touchante et dérangeante à la fois. Vraiment quelque chose d'assez unique. Donc voilà, je peux éventuellement vous le conseiller. J'ai bien aimé. Après je vous avouerai que ça restera pas non plus un de mes livres préférés. Je pense pas que j'aurais forcément envie de le relire. Mais voilà, j'ai trouvé bien, surtout la deuxième partie. Et si vous êtes un peu découragé par la première partie, essayez quand même de continuer parce que je trouve que la fin mérite la lecture entière. Je ne sais pas si cette phrase a un sens. Enfin, la fin justifie qu'on lise le livre en entier, vous m'avez compris. Ensuite, dernier livre que j'ai lu, non-fiction, Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants, qui parle donc de Marie-Thérèse d'Autriche et de ses enfants. Dis donc, on s'y serait pas attendu. Et Elisabeth Battinder, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, qui a écrit ce livre-là, avait écrit apparemment un autre livre déjà sur Marie-Thérèse d'Autriche, plus en tant que souveraine, et là on se concentre plus sur son rôle de mère, et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai pas l'habitude vraiment de lire de la non-fiction d'histoire, mais ça se lit très bien. Si vous n'avez pas l'habitude, vraiment, je peux vous dire que il n'y a vraiment aucune difficulté dans la lecture. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de voir non seulement sa vie et de voir tous ses enfants. Alors elle a eu 16 grossesses. Il y en a 3 qui sont morts, soit très jeunes, soit jeunes adultes.
Donc ça fait du monde quand même. Il y a pas mal de choses à raconter. Et il faut savoir que Marie-Thérèse d'Autriche, c'est la mère de Marie-Antoinette. Donc bon, c'était aussi quelque chose d'intéressant de voir sa relation avec elle, même si c'était pas la relation qui était forcément la plus décrite là-dedans. Mais ce que j'ai aimé, c'était que c'était pas seulement sa vie, même si c'était intéressant, mais c'était aussi de voir un petit peu les mœurs de l'époque et de voir comment la vision de la maternité a vraiment évolué dans le temps, parce qu'à cette époque-là, donc c'était, je regarde, donc sa première fille est née en 1737 et dernier enfant 1756. Et à cette époque-là, on n'avait pas du tout la même mentalité, donc elle était quand même considérée comme une mère attentive, alors que pour les critères d'aujourd'hui, ça ne serait pas forcément le cas. Et ce qui était expliqué, c'est que la mortalité infantile, c'était quelque chose d'assez banal finalement, et on n'avait pas forcément l'attachement aux enfants comme on le voit aujourd'hui, comme c'est attendu aujourd'hui. Et il y a souvent un détachement, donc pas forcément de la part de Marie-Thérèse justement, mais d'autres femmes de cette époque, où bon ben voilà, l'enfant meurt et puis c'est comme ça, hein, on passe au suivant et c'est fini. Donc c'était assez intéressant de voir cette différence-là, et de voir aussi donc dans le cas de Marie-Thérèse, puisqu'il y a non seulement sa relation de mère, mais aussi sa relation d'impératrice, de vraiment gérer par exemple les mariages de ses enfants, de choisir en fait, parce qu'elle était déchirée parfois entre le bonheur de ses enfants et le bien de son empire. Donc c'était des questions qui étaient assez délicates, et j'ai trouvé hyper intéressant de voir comment elle a réagi selon ses enfants et ce qu'elle a pu ressentir, comment elle a géré tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, je peux vous le recommander. Alors ça c'est fini, du coup on va passer à tout ce qui est film et séries. J'ai regardé Mémoire d'une geisha. J'avais lu le livre que vraiment j'avais adoré, je vous le conseille absolument. Il y avait eu une petite polémique autour de ce livre-là, parce que l'auteur avait été en contact avec une geisha pour préparer son livre, qui après avait critiqué le livre en disant qu'il y avait certaines parties qui reflétaient pas la réalité. Bon, c'est toute une question une grande thématique de se dire à quel point il faut être fidèle à la réalité quand on fait un livre de fiction, mais ce n'est pas la question du jour. En tout cas, le livre, déjà, je vous le conseille. Et le film aussi, j'ai trouvé que c'était très réussi. Alors, le film est assez long, parce que déjà, le livre, il y a quand même énormément de choses dans le livre, donc tout n'a pas pu être retranscrit dans le film, mais j'ai trouvé que les choix qui ont été faits étaient très judicieux, qu'ils ont réussi à vraiment garder l'essentiel, à garder les scènes les plus importantes, et il y a eu certaines choses qui ont été réduites ou modifiées, et j'ai trouvé que c'était fait de façon très réussie. Alors, quelque chose qui j'ai trouvé un petit peu étrange, c'est que les actrices, clairement l'anglais c'est pas leur langue maternelle, elles parlent avec un fort accent, et j'ai trouvé ça un petit peu étrange. J'ai pas compris ce choix, tout simplement. J'aurais préféré personnellement qu'elles parlent en japonais et qu'on mette les sous-titres, ou je sais pas, qu'on mette une voix par-dessus, mais j'ai trouvé que c'était un peu étrange. On s'habitue après, mais au début du film c'est vrai que c'est un petit peu étrange d'avoir ça, parce qu'on sent qu'elles sont pas complètement à l'aise avec l'anglais. Bon, malgré tout, vraiment, je vous conseille autant le film que le livre. Ensuite, j'ai regardé The Guilty, qui est l'histoire d'un policier qui a été... c'est pas vraiment mis à pied, mais il a été comme dégradé... non, rétrogradé. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, il a perdu un petit peu... Il a plus son poste de policier comme c'était avant. Et il se retrouve en fait comme au service des urgences, au service téléphonique. Et c'est son dernier jour. Et après ça, en fait, il a son procès parce qu'il a tué quelqu'un. Et il va recevoir l'appel d'une femme qui a été enlevée. Et donc tout se passe vraiment dans ce centre téléphonique-là.
Et donc on va suivre l'histoire de cette femme, il y a vraiment un suspense, mais en dehors de ce suspense-là, il y a aussi les personnages qui sont vraiment au centre, donc lui, où on va en apprendre un peu plus, parce qu'il va parler avec cette femme et il va lui dire des choses personnelles, en même temps ça va le faire réfléchir. Et on a l'histoire de cette femme-là qui est très surprenante, il y a un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc même si c'est pas généralement le genre de film que je regarde d'habitude, je trouvais que c'était pas mal. Si vous appréciez ce genre de film, je peux vous le recommander. Ensuite, on va passer à la série du moment Squid Game que j'ai regardée. Je dois vous avouer que j'avais pas spécialement envie de la regarder parce que pour moi c'était très similaire à une autre série que j'avais déjà vue. Mais étant donné que tout le monde en parlait, ça m'a énervée de ne pas savoir ce que c'était. Du coup, j'ai décidé de la regarder. Et alors, mon avis en résumé, c'était pas mauvais. Mais je trouve pas que ce soit aussi bien. Je trouve pas que ça mérite forcément tout l'engouement qu'il y a autour de la série. Alors, si vous ne connaissez pas du tout, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. On suit une personne qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a des dettes, qui a vraiment des gros problèmes d'argent et qui un jour rencontre quelqu'un dans le métro qui lui dit on va jouer pour de l'argent, bref. Il lui donne sa carte et il lui dit si vraiment tu as envie de gagner de l'argent, appelle-moi. Donc il l'appelle, tout est un peu étrange. Il lui dit bah, écoute, tu vas participer à des jeux, des jeux de fortune, de chance, je ne sais pas comment on dit. Et en fait, on se rend compte qu'il il va monter dans la voiture, il va être transporté là-bas et on se rend compte que ils sont sur une île. Il y a plusieurs personnes. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme 200 personnes. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que lui, qui ont des problèmes d'argent, qui sont là pour gagner de l'argent et qui ne s'attendent pas du tout à ce qui va se passer. Donc ils font des jeux qui sont des jeux de hasard. C'est ça l'expression. Donc ça va être plutôt des jeux pour enfants qui vont te permettre de gagner de l'argent si tu remportes tous les jeux, mais si tu perds, tu meurs. Voilà, c'est gai. Donc bon, mon avis, je pense que vraiment ce qui a contribué au succès de cette série, ça a été premièrement l'esthétique. Il y a une esthétique, et là je dois reconnaître que c'était vraiment bien fait, qui est très très travaillé, qui est vraiment unique, qui a ce côté, en fait il y a un petit côté dystopique et en même temps c'est très coloré, c'est très... il y a des couleurs quand même très... comment dire, qu'on n'associerait pas du tout avec la cruauté et l'aspect absolument horrible de la série, donc ça c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de tout ce qui est cruauté, tout ça, il y a un aspect assez violent qui, je pense, a pas mal plu. Et qui, je pense, a énormément contribué au succès de cette série et qui... Alors, je ne suis pas contre le fait qu'on montre de la violence. Je regarde parfois des choses assez violentes. Mais j'ai trouvé que là, c'était pas forcément justifié, que c'était trop tout le temps, que ça en montrait trop, qu'il y en avait tout le temps, que ça n'apportait pas forcément quelque chose à la série. Alors qu'il y en ait, oui, dans une certaine mesure, mais j'ai trouvé que là, ça dépassait en fait, c'était à un point où en fait ça n'apportait plus vraiment grand chose. C'était vraiment juste montrer de la violence pour montrer de la violence à un moment, j'ai trouvé personnellement. Donc c'est quelque chose qui à un moment m'a un peu déplu. Au niveau du message, c'était intéressant, donc ce que j'ai pu analyser personnellement de ma perspective tout à fait personnelle, c'est qu'il y avait vraiment une critique du capitalisme. On voit qu'il y a vraiment ces deux couches de personnes, donc il y a les personnes au pouvoir qui n'ont pas besoin de jouer parce qu'elles n'ont pas besoin de cet argent. Il y a les personnes qui sont tout à fait désespérées, qui sont prêtes à risquer leur vie parce qu'elles n'ont pas le choix. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait comme une critique de la méritocratie, de l'hypocrisie de cette méritocratie où on te dit ben, tu vas gagner parce que tu le mérites, etc. Et en fait ils sont là, ils sont comme du bétail en fait, et
Pour moi, c'est tout à fait l'inverse. Ça reflète pas du tout une méritocratie comme on pourrait se l'imaginer, au contraire, parce que ça renforce justement cet aspect-là, puisque ceux qui sont au-dessus, qui gèrent tout ça, c'est les riches qui n'ont pas besoin d'y participer. Et on va finalement manipuler les personnes pauvres pour les forcer à... c'est plus fort qu'être humilié quand même, c'est pour les forcer à risquer leur vie pour un peu d'argent parce qu'elles sont complètement désespérées. Donc ces deux aspects-là, je trouvais que c'était intéressant, mais que c'était pas du tout assez abouti. C'était montré un petit peu, mais j'ai regretté que justement cette esthétique et cette violence prennent le pas sur le message de fond qui était vraiment à la base très intéressant. En plus de ça, j'ai trouvé... Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres des fans de Squid Game. J'ai trouvé que c'était pas forcément le plus créatif. Pour moi, personnellement, ça m'a fait juste penser à un mélange entre Hunger Games et Alice in Borderland, qui est une série qui est sortie juste un an avant, je crois, Squid Game, que j'ai adoré, que je vous conseille absolument, qui est vraiment très très bien faite et qui, je vous le dis tout ça sincèrement, qui mérite tellement d'être connue et qui est, je trouve, et je pense que c'est objectif, qui est tellement mieux que Squid Game. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment beaucoup plus unique, beaucoup plus créative. Et Squid Game, j'ai eu l'impression de revoir certaines choses d'autres séries ou d'autres films d'ailleurs. J'ai vu une théorie selon laquelle quand il joue à un moment un jeu, je sais pas comment ça s'appelle, avec des origamis en papier, enfin, bref. Et il y a un rouge et un bleu. Et la théorie, c'est que si tu prends le rouge et que tu joues avec le rouge, tu finis par être un gardien. Et si tu prends le bleu, tu finis par être un joueur. Alors, non seulement ça n'a pas de sens, parce qu'ils ont étudié les profils des personnes et que le profil d'une personne qui va être joueur et le profil d'une personne qui va être gardien, c'est pas du tout les mêmes. Vous voyez bien dans la série que les gardiens, c'est des personnes qui ont... Alors peut-être qu'elles ont des problèmes d'argent, j'en sais rien, mais c'est pas des personnes qui sont... C'est des personnes qui sont prêtes quand même à faire des choses assez horribles, qui ont éventuellement des contacts pour faire des choses assez horribles. Je ne vous spoil pas la série, mais pour moi ça n'a aucun sens. C'est pas une personne, elle n'est pas interchangeable de soit les gardiens, soit les joueurs, pardon. J'allais dire les victimes. Pour moi ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, je trouvais que c'était une référence à Matrix, parce qu'en plus, le papier n'est pas de la même couleur que les uniformes des joueurs. Et je pense qu'au niveau, je pense qu'ils ont quand même eu un budget assez important et qu'ils avaient le budget pour s'acheter le papier de la même couleur que l'uniforme des joueurs. Donc ça n'a pas de sens. Personnellement, moi j'ai juste vu une allusion à Matrix avec pilule rouge, pilule bleue. Peut-être que c'est pas ça du tout, mais personnellement ça m'a fait penser à ça. Donc en conclusion, Squid Game, je vous le déconseille pas non plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé et c'est pas une mauvaise série en soi, c'est pas ce que je dis. Mais je trouve que ça ne mérite pas tout le succès et l'engouement par rapport à d'autres séries et notamment à Alice in Borderland qui, je pense, mérite bien plus de reconnaissance, mais en comparaison, je pense que quelque chose qui a aussi beaucoup joué, c'est que la bande-annonce de Squid Game était beaucoup mieux que la bande-annonce de Alice in Borderland, où là on ne comprend même pas ce qui se passe, et là vraiment la bande-annonce n'est pas du tout au niveau de la série. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, j'espère que je n'ai offensé personne, c'est juste un avis personnel. Le dernier film dont je vous parlerai, c'est Kingdom, Ashes of the North, qui est donc à relier à la série Kingdom, série coréenne, qui est donc série historique mais aussi horreur. Donc on se retrouve avec, je sais pas si c'est pas l'empereur de Corée, mais quelqu'un qui est assez important du coup en Corée. Je sais pas exactement à quelle époque c'est, mais c'est pas notre époque contemporaine. Et il se trouve qu'il y a des zombies. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que j'ai déjà parlé de cette série que j'adore. Même si vraiment les histoires de zombies, je n'aime pas du tout, ça ne m'attire pas du tout. J'avais pas du tout envie de regarder cette série à la base, mais vraiment j'adore cette série, je la trouve tellement bien. Et du coup, j'ai regardé le film.
Donc mon avis sur le film, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Je trouvais que c'était au niveau de l'intrigue, tout passait très très bien. Tout était très cohérent. J'ai trouvé que le personnage de Ashin, donc qui est la protagoniste, était très intéressant. Toute son histoire, j'ai adoré. Et mon avis, est-ce que je vous le conseillerais ou pas? Oui, si vous avez vu la série. Je conseillerais pas forcément ce film à voir en tant que tel, même s'il est bien. Je reconnais qu'il est bien, qu'objectivement j'ai pas de critique à faire à ce film, mais je ne suis pas sûre que ce soit, et même si c'est une entité vraiment qui est capable de vivre seule, mais je ne suis pas sûre que ça soit forcément quelque chose qui soit très intéressant quand on n'a pas vu la série. Et c'est donc à voir après à la fin de la deuxième saison, parce que donc c'est un film qui raconte les origines du coup de l'histoire, qui explique les zombies de la série, qui explique d'où ça vient, de comment ils sont développés, qui a fait ça, pourquoi. Donc ça se place en fait avant la première saison. Après on a les deux saisons et le personnage qui arrive à la fin de la deuxième saison, c'est le personnage du film. Donc après là ça se regroupe. Donc c'est intéressant de le voir en complément de la série à la fin de la saison 2 pour vraiment comprendre. Je pense que ça va nous aider aussi à comprendre ce qui va se passer dans la saison 3 qui n'est pas encore sortie, donc je ne peux pas vraiment vous dire en comparaison avec ça comment ça sera, mais en tout cas voilà, j'étais très contente d'avoir vu le film en complément de la série, et du coup je profite de cette recommandation là pour vous recommander aussi vraiment la série, même si c'est pas trop votre truc les zombies. Si vous aimez bien les séries plutôt historiques avec des... comment dire avec un côté fantastique, je ne sais pas si zombie ça peut être considéré comme fantastique, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je vous recommande vraiment la série parce que les zombies c'est juste un aspect de la série, c'est pas l'aspect central, et c'est pas le but, c'est pas de faire forcément une série d'horreur. C'est vraiment, il y a vraiment une histoire très développée derrière ça, avec des personnages intéressants, dont les caractéristiques sont vraiment uniques. Ils ont vraiment des personnalités individuelles qui sont bien construites, qui sont cohérentes, qui sont réalistes. Donc je vous conseille vraiment la série et du coup le film en complément de la série. Donc c'était tout pour mes recommandations, mon petit bilan de novembre. Dites-moi si vous avez vu des choses, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et ah oui, j'en profite pour vous dire, j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, je fais un calendrier de l'Avent sur mon Instagram. Donc chaque jour je vous recommande un livre, un film ou une série que j'ai vu dernièrement. Donc je me suis limitée à 2 ans, des choses que j'ai pu voir donc soit cette année, soit l'année dernière. Donc mes films, mes livres et mes séries préférées. Donc je vous donne rendez-vous sur Instagram et je vous dis à une prochaine vidéo.